Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19h dans l'actualité. La PMI de Passamaïti, à l'image de celle de Chikoni, Kaweni ou encore Mtsangamouji, dans un état de vétusté et de délabrement insupportable pour les agents qui y travaillent. Ils ont cessé toute activité d'épuisière à cause de l'infiltration des eaux usées provoquant des odeurs pestilentielles. Dans l'actualité également, cette enquête Unono ou Amaoré, réalisée entre autres par l'ARS et Santé publique France, 2600 ménages, soit 7641 personnes ont été interrogées sur leur comportement de santé. Une enquête réalisée en 2018 qui nous en apprend beaucoup, notamment sur les maladies chroniques. Olivier Brahic, le directeur de l'ARS, est l'un de nos invités de ce soir. Et pour finir, nous nous rendrons à Barakani pour déguster, du moins visuellement, du felkimrogo, comprenez, des feuilles de manioc au coco, un mets très prisé qui a été mis à l'honneur par l'association Mawa Rose. Bienvenue dans votre 19h. Et on commence donc ce journal avec ces infiltrations d'eau usées, ces odeurs pestilentielles. Voilà le quotidien des agents de la PMI, la protection maternelle et infantile de Passamaïti. Ce mardi encore, tout comme hier, les agents de cette PMI ont cessé le travail et d'ores et déjà, ils annoncent qu'ils ne travailleront pas jusqu'à la semaine prochaine en espérant d'éventuels travaux, même si pour l'heure, aucun travaux n'ont été engagés. En Lidine Hamada Moussa et Farouseni. De l'eau un peu partout dans cette salle d'attente, nous sommes bel et bien à la PMI de Passamaïti. Les agents de la protection infantile maternelle exercent leur droit de retrait depuis quelques jours. Les conditions de travail laissent à désirer. Les difficultés qu'on rencontre tous les jours dans nos PMI, déjà les patients n'ont pas un hall d'accueil. À la PMI de Passamaïti, c'est la merde, j'emploie le mot, la merde de les caca qui nous accueille le matin. Déjà, vous voyez, nos appareils d'écho, ils sont là, on les a déplacés parce qu'il y a le plafond qui a une fuite d'eau, il y a l'eau des caca partout, vous voyez des poubelles partout. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Des désagréments et des conditions difficiles pour les agents, certes, mais les patients également souffrent de cette situation et elles se plaignent surtout des odeurs nauséabondes. Je porte ce masque à cause de la mauvaise odeur dans cette salle. Même les enfants en souffrent. Il y a une mauvaise odeur dans cette salle. Les toilettes sont pourries. Ça sent très mauvais. Nous sommes venus avec nos enfants pour les soigner. On ne peut s'abriter nulle part, ni dehors, ni dedans. Ça sent mauvais. Des déchets vus autour du bâtiment alors que les nettoyages se font régulièrement. L'eau qui coule et provenant du voisinage ne fait que dégrader la situation des agents de PMI de Passamaïti. Safina Soula, Moution, Soufiane et Katari Lawson du collectif des citoyens en 2018 a signé en justice par la CIMAD. Le collectif bloque l'accès aux locaux de la CIMAD depuis le 13 décembre dernier. À l'origine de ce blocage, la CIMAD et d'autres associations avaient gagné une action au tribunal administratif empêchant la démolition d'un bidonville à Kombani. Depuis, la préfecture a pu procéder à la démolition de ces logements insalubres, mais le collectif bloque toujours le local de l'association. L'audience devait avoir lieu aujourd'hui, mais au final, elle a été reportée au 24 mai. Shafika Salimkou et Daniel Abdou. Moutou Soufiane, Safina Soula et Katari Lawson ne sont pas finalement passés devant le juge. Aux côtés d'une cinquantaine de personnes venues les soutenir dans cette épreuve, ils ont appris le report de l'audience au 24 mai prochain. Pour cause, un des avocats de la défense est en dehors du territoire. Une décision prononcée alors que les 3 mises en cause étaient encore sous ce chapiteau qui fait office de salle des pas perdus, ce qui a mis le feu aux poudres. Les membres du collectif exigeaient être reçus dans la salle du tribunal avant que le président ne prononce de nouveau ses paroles. Des membres du collectif ont bloqué l'accès à d'autres personnes venues pour d'autres affaires. Nous vous rappelons que la CIMAD reproche au collectif de les empêcher de travailler convenablement. Les deux parties avaient pourtant engagé des pourparlers depuis le mois de mars dernier lors du passage à Mayotte du président de la CIMAD. Ce sera à la justice d'avoir la lourde tâche de les départager et de statuer sur cette affaire.
Et en bref, cet après-midi, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les hauteurs de Tsunzu 1. 7 cases en tôle ont brûlé, soit 95 mètres carrés de flammes que 16 pompiers mobilisés ont dû éteindre. Une femme a été prise en charge par les services de secours pour inhalation de fumée. Et nous en venons maintenant à cette enquête Unono Wamaoré. Diabète, hypertension, surpoids, obésité, malnutrition, maigreur. Beaucoup de Maorés souffrent de ces maladies chroniques et certains l'ignorent même. Du 24 novembre 2018 au 14 juin 2019, l'ARS et Santé publique France ont mené une enquête intitulée donc Unono Wamaoré pour connaître l'ampleur de ces maladies dans notre île. 2600 ménages tirés au sort ont participé à cette enquête. 6985 questionnaires recueillis, notamment sur les habitudes et les comportements de santé. Misbaoudine Bakar. Il s'agit d'une étude transversale réalisée à domicile de novembre 2018 à juin 2019 en population générale de la naissance à 69 ans vivant à Mayotte depuis au moins 3 mois. Unono Wamaoré, une étude permettant de disposer d'un état des lieux sur notre santé et qui a mobilisé plusieurs partenaires dont Santé publique France. Nous, notre rôle dans cette enquête, c'est déjà de la mettre en place, de l'accompagner, de l'analyser, de présenter les résultats, d'expliquer les résultats aux décideurs et à la population, d'accompagner les mesures de gestion qui sont mises en place par l'ARS pour faire face à ces résultats. Et puis, on a aussi toute une partie de notre institution qui travaille sur la prévention et la promotion de la santé et qui va aussi accompagner l'ARS avec ses compétences et avec des supports qu'on peut mettre à disposition pour aider à mobiliser sur ces sujets collectivement. Cette photographie des indicateurs de santé se caractérise par des niveaux élevés de prévalence de pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité, avec une coexistence de situations de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Pour la première fois dans cette étude, nous avons pu mesurer l'insécurité alimentaire et nous avons vu que presque une personne sur 2 était en situation d'insécurité alimentaire. Par rapport à métropole, c'est quand même très élevé. L'insécurité alimentaire, oui, parce que normalement dans les pays européens, que ce soit en métropole, normalement il y a très peu d'insécurité alimentaire. Je pense que métropole, on est en moins de 5%, et même dans les pays européens, on est en moins de 5% d'insécurité alimentaire. Et nous, là, on est à 47,2%. Donc c'est très élevé. Pour l'hypertension artérielle, par exemple, l'évolution est inquiétante chez les femmes, plus 12% entre 2008 et 2019, et 55,9% des 15 ans et plus sont en surpoids ou obèses. Cette étude de grande ampleur, adaptée aux spécificités de Mayotte, permettra de mieux cerner toutes les pathologies et d'identifier les profils les plus à risque. Un reportage de Misbaoudine Bakar et Daniel Abdou. Je vous le disais donc, Olivier Brahic, le directeur de l'ARS Mayotte, est avec nous pour parler de cette enquête. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Alors, une enquête réalisée entre 2018 et 2019 déjà. Que révèle pour vous cette enquête au-delà de cette question de l'hypertension, du diabète et etc., de ces maladies chroniques? Qu'est-ce que ça démontre de nos comportements, de nos habitudes alimentaires? Donc effectivement, cette étude est majeure et montre une photographie de l'état de santé des habitants de Mayotte avec 3 points clés. Un, effectivement, et comme ça a été dit, la question du diabète. Donc le diabète, c'est quoi? C'est un taux de sucre élevé dans le sang. Cette étude a montré que 12% de la population est atteinte de diabète, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 5. Donc on a un facteur plus de 2, premièrement. Deuxièmement, hypertension artérielle. 40% de la population mahoraise est atteinte d'hypertension artérielle, contrairement à la métropole où c'est environ 30%. Et ensuite, on a l'obésité. Je ne parle pas de surpoids, là, je parle vraiment de l'obésité, où on a 30% de la population mahoraise qui est obèse. Donc là, on peut vraiment parler d'épidémie d'obésité sur Mayotte. Pour donner des chiffres, une comparaison notamment concernant les femmes, sur Mayotte, c'est environ 40% des femmes qui sont obèses, alors que sur la métropole, on est à 17%. Une fois que j'ai dit ça, quels sont les risques? Parce que finalement, quels sont les risques de ces 3 facteurs? Et surtout, que faire? Parce qu'on est au courant, on connaît la situation sur l'obésité, etc. depuis des années maintenant. Quelle politique publique mettre en place? Exactement. Donc, quels sont les risques pour la santé? Premièrement, en fait, ces trois facteurs sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et ce sont des facteurs, je vais dire, des risques graves. On peut en citer 3. Les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus et tout ce qui est insuffisance rénale, donc ce qui vous amène à la dialyse. Et donc, le premier axe, c'est vraiment
la prévention. La prévention sur l'alimentation et sur l'activité physique. Et comment justement faire cette prévention? C'est là où vous intervenez. Exactement. Et donc, sur l'alimentation, il faut faire évoluer son alimentation. Alors, je ne vais pas dire en tant que DGRS, il faut interdire tel ou tel type d'aliment, ça n'a pas de sens. Mais il faut faire évoluer son alimentation. Sur les éléments suivants. 1, il faut manger varié. Et j'allais dire, si vous me permettez un peu un titre, manger maoré, c'est bon pour la santé. Dans le sens où, par exemple, pour donner des éléments très concrets, plutôt que manger que du riz blanc, mangeons plutôt du riz paddy, ce riz qui est produit sur Mayotte, qui est un riz complet et qui permet justement d'avoir plus de nutriments. Olivier Braic, cette enquête montre également qu'on est aussi en insécurité alimentaire et on a aussi la problématique de la malnutrition, notamment pour les enfants. Et vous parlez de l'obésité, mais on le voit devant toutes les écoles de l'île. Ces femmes qui vendent des gâteaux, des boissons, des sodas ultra sucrés, il n'y a aucun contrôle et personne ne les en empêche. Donc on est en train de produire des futurs diabétiques. Alors, là-dessus, je veux dire, en termes de contrôle, on ne peut pas agir. C'est une évolution, j'allais dire, de fond. Donc il y a une alimentation variée. Notamment, et je pense qu'il faut revenir aussi à une alimentation traditionnelle mahoraise, se distendre un peu de l'alimentation un peu occidentale. Les plats à base de bread, notamment le romazava, qui est outre un plat très, très bon, mais c'est un plat pour moi typiquement bon pour la santé, premièrement. Deuxièmement, il faut manger moins gras. Il faut manger donc moins gras. Que veut dire manger moins gras? Il faut manger moins frit. Donc plutôt que de faire frire, on fait bouillir, notamment tout ce qui est banane, manioc. Évidemment, des fois, c'est bon de manger des samoussas, mais faisons aussi bouillir. Quand on fait du mataba... C'est difficile de vous faire bouillir le samosa. Non, ça, je suis d'accord, mais on peut le faire pour les bananes et le manioc. Pour le mataba, des exemples très concrets, on met un peu moins de lait de coco. Pour le sucre, vous l'avez dit, au lieu de prendre une canette de soda, dont on ne citera pas le nom, qui équivaut quand même à 4 cuillères à soupe de sucre, on prend plutôt de l'eau ou plutôt du thé. Merci beaucoup, Olivier Braic, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Politique, à présent, les élections législatives des dimanches 12 et 19 juin vont désigner 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour 5 ans. L'occasion de faire retour en arrière avec le bilan législature. Les dossiers outre-mer ont occupé nombre de débats avec notamment la crise sanitaire, la crise sociale aux Antilles ou encore le référendum en Nouvelle-Calédonie. Pierre Lacombe. En ce mois de juin 2017, 27 députés ultramarins foulent les allées du Palais Bourbon. C'est le début de cette nouvelle législature et une première pour Moetai Brotherson. Le député de Polynésie arrive décontracté. Je ne suis pas quelqu'un de conventionnel, donc je vais venir comme je suis moi. Ensuite, s'il y a des interdictions formelles, je me plierai au règlement. Une grande première également pour Josette Manin, première femme élue députée de Martinique, ou encore Lénaïque Adam, le plus jeune député de l'histoire de Guyane, qui sera peut-être, selon le Premier ministre, l'une de ces grandes figures que la Guyane offre parfois à notre pays. Quand on évoque le parlementaire de Guyane, ça veut dire que, j'ose croire, on pourra ouvrir des portes pour les dossiers guyanais et donc je pourrai avoir une place pour pouvoir mieux évoquer nos réalités et nos difficultés. Des espoirs marqués par des premières déconvenues. L'élection du jeune député guyanais est invalidée par le Conseil constitutionnel, ainsi que celle de la députée mahoraise Ramlati Ali. Les électeurs reviennent aux urnes et les 2 députés à l'Assemblée nationale quelques mois plus tard. Au mois de juillet 2018, le gouvernement affiche son ambition pour les Outre-mer avec la présentation de son livre bleu et les députés ultramarins leurs inquiétudes alors que se profile le vote du budget. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer qu'il ne s'agit pas là d'une façon de nous faire patienter, une fois de plus, tout en reconduisant un budget à l'identique? Une législature marquée par le dossier hautement sensible du chlordécone que le député de Martinique Serge Letchimy qualifie de scandale d'État. Il y a soit une méconnaissance, soit une ignorance, soit une volonté de cacher. Moi, je choisis le troisième. Des débats houleux parfois. Le référendum en Nouvelle-Calédonie et la démission de Manuel Valls de la présidence de la mission d'information 5 mois avant le scrutin. L'insécurité à Mayotte, les crises sociales et sanitaires et cette déclaration d'Emmanuel Macron qui voulait, je cite, « emmerder les non-vaccinés ». Les propos du président de la République sont malheureux et indignes de chef d'État. Je rappelle que l'article 1 de la Constitution française rappelle que la France est démocratique et indivisible.
Une législature et des réformes, les congés bonifiés, les retraites indexées dans la fonction publique ou encore l'abattement fiscal outre-mer que les députés de la coalition Ensemble pour une Martinique nouvelle jugeront inacceptables et injustes. 2 mots qui ont souvent résonné dans les couloirs de l'Assemblée pour qualifier la politique outre-mer du gouvernement durant ces 5 années. Parlons à présent du BTP. Vous l'avez sans doute constaté, des engins de chantier sont actifs un peu partout dans l'île. Les professionnels du BTP ont du travail. D'ailleurs, les derniers chiffres de l'UEDOM parlent d'un secteur qui se porte plutôt bien, malgré l'inflation enregistrée ces derniers temps. Les professionnels du secteur ont donc du travail et les chiffres d'affaires sont en hausse. Et voilà qui nous mène vers notre deuxième invité de ce 19h, Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé aujourd'hui même ici à Mayotte. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, les chiffres de l'UEDOM parlent d'un secteur qui se porte plutôt bien. Est-ce que vous déjà partagez cet avis concernant Mayotte? Oui, bien sûr, comme en métropole à Mayotte, il y a du travail. Les carnets de commandes sont plutôt pleins, c'est historique. Donc oui, il y a du travail, oui, il y a de l'emploi. Donc les entreprises, plus particulièrement de la Fédération mahoraise du BTP, embauchent des jeunes et aussi des jeunes adultes. Donc aussi, quand je suis arrivé, j'ai aperçu plusieurs grues sur du logement, sur les infrastructures, sur les infrastructures routières aussi. Eh bien oui, c'est de bon augure en tout cas pour la suite, malgré, vous l'avez dit, cette période de crise des matériaux et de la hausse très importante sur les matériaux que l'on peut vivre aujourd'hui. Et du coup, quel est l'objet de votre visite aujourd'hui ici? Alors, écoutez, moi, je fais le tour de tous les départements et j'ai commencé, par cette zone-là et par ce territoire mahorais, donc avec grand plaisir. Et donc, voilà, c'est pour aussi prendre la température, faire des conseils à tous nos adhérents, à tous nos mandataires de la Fédération française du bâtiment, mais surtout rencontrer les politiques, le monde économique, le monde syndical, et puis tout ce qui est administratif. Je vais rencontrer tout un tas de directeurs, de directrices locales, pour justement travailler avec eux, leur dire que la métropole, en tout cas au niveau de la Fédération du bâtiment, qui est en toute modestie, une des grandes fédérations nationales, aide non seulement le BTP, mais aussi tous les gens qui travaillent autour et forment des jeunes. Et ça, c'est très important, je pense, pour l'île mahoraise. Les artisans du BTP ici à Mayotte se plaignent très souvent du retard de paiement de la part des collectivités, notamment des mairies. Est-ce qu'il y aura une rencontre à ce sujet? Bien sûr, tous les élus, effectivement, de la préfecture jusqu'à des maires, jusqu'à aussi le président du conseil départemental. Donc oui, là aussi, les délais de paiement sont très importants, trop importants à Mayotte. Donc il va falloir travailler là-dessus. Mais aussi, nous parlons de révision de prix. Parce que vous le savez, on est touché par la crise mondiale des matériaux, mais aussi, malheureusement, à cause de cette guerre en Ukraine, un renchérissement du prix de l'énergie. Donc oui, c'est très difficile pour nos entreprises. Il faut réviser les prix avec des index locaux. C'est un peu technique, mais en tout cas, tous les élus et les gens qui travaillent dans le BTP sont au courant de ce style de choses à développer. Je suis là aussi pour ça, pour montrer la force de notre réseau de la Fédération française du bâtiment. Vous l'avez dit, vous allez rencontrer le préfet, mais vous allez aussi rencontrer les acteurs du logement ici à Mayotte, notamment la CIM, Action Logement. Quelle sera la teneur des discussions? Eh bien, écoutez, j'ai vu la construction de logements et avec grand plaisir. Oui, il y a un acteur du logement social. Il y en a un deuxième qui vient d'arriver avec Action Logement. Là, oui, ce sont aussi des budgets qui vont être fléchés vers l'île de Mayotte, justement, pour développer cet habitat abordable, social, digne. On voit qu'il y a quand même quelques petits soucis au niveau de l'habitat. Et là-dessus, c'est pareil. Il faut que nos concitoyens, en tout cas, soient le mieux logés possible dans des conditions les plus vertueuses, les plus saines, pour justement être accueillis en confort et donc travailler mieux et donc habiter mieux. C'est le développement très important pour l'avenir de Mayotte. Le BTP est très important. Merci beaucoup, Olivier Saleron, d'avoir été notre invité ce soir. Le felkim rogo des feuilles de manioc pilées longuement mijotées avec du lait de coco. Ce plat, si prisé à Mayotte, était à l'honneur il y a quelques jours du côté de Barakani. L'association Mawaroz invitait les habitants à participer à un concours du meilleur felkim rogo. Et en la matière, tout le monde n'a pas forcément le même goût. Zaliata Boudouri et Daniel Abdou. Chacune sa recette.
Plusieurs plats de felkimhogo, autrement dit bret de manioc, se succèdent. Nature, avec ou sans accompagnement, il existe plusieurs façons de nos jours de préparer ce plat local, mais comment faisaient nos grands-mères? On le pilait. On mettait seulement du lait de coco et du piment fort, mais on ne mettait pas du poisson. Pour nous, le poisson, c'était les insectes, communément appelés tsutsumbi. On ne fait pas le mataba comme nos mamans qui le faisaient avant. Donc là, aujourd'hui, c'est les mamans qui ont préparé le mataba avec ce qui va avec, parce que le mataba se mange avec les achats. Donc, ils ont fait leur mataba. Le mataba à l'ancienne se préparait avec des abreuvages ou du poisson. Très populaire sur l'île, ce mets nécessite plusieurs étapes de préparation et plusieurs heures de cuisson. Reste à savoir comment départager les concurrentes. Un bon mataba, c'est quand il y a seulement du lait de coco, du piment et des oignons bien dosés. Des fois, c'est mieux que quand il y a du poisson alors qu'il n'y a pas du lait de coco. Plat qui était très sophistiqué, un peu difficile à noter parce que les 3 plats étaient très délicieux. Et malheureusement, il faut choisir. Et là, le jury a choisi un plat en particulier. Après cette première édition réussie, l'association Mawa Rose souhaite élargir le concours. Et il y a de l'ambiance. Très bon appétit à ceux qui sont à table. Fin de ce 19h. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos rendez-vous d'information demain matin avec la matinale. Hélène Polozek du Modem sera l'invitée de Zakoli. Très bonne soirée avec la première. Tout de suite, la météo.